Et se poser la question sur ce que c'est vraiment que d'avoir du pouvoir et des pouvoirs. Donc c'est pas seulement être sympathique dans un village et avoir des pouvoirs qui sont rigolos, c'est se poser des vraies questions profondes sur ce que ça représente et sur le rôle qu'on doit avoir dans ce monde quand on a des capacités extraordinaires. Donc oui, dans cette saison, c'est là où tous les personnages laissent leur plus grosse mue de côté. C'est là où il y a une transformation qui s'opère pour tous et où en gros il y a une espèce de voix qui est incarnée par un ou plusieurs personnages mais qui leur dit « Ok, si c'est ce que vous prétendez être, il va falloir l'être jusqu'au bout. » D'accord, donc tout le monde est mis en danger, en fait. Clairement, c'est la merde. Non, je sais que Lost vous a beaucoup influencé pour l'écriture. Moi, très honnêtement, la série que ça me rappelle le plus, je n'avais pas vu une série comme ça à laquelle j'ai pris autant de plaisir, où j'ai eu autant de surprises que depuis Buffy, The Vampire Slayer, dont je suis un immense fan. Ouais. Et c'est vrai que j'y retrouve aussi... Buffy, c'est d'accord. Buffy, Buffy contre les vampires. Contre les vampires, ouais. Against the Vampire. Je parle comme un DVD canadien. Et donc, ma question aussi, c'est ça. Comment est-ce que vous... Bah voilà, Sébastien, pour que tout le monde puisse parler. Comment est-ce que Doug évolue là-dedans? Surtout que je trouve qu'il y a chez vous un équilibre très très fin. Ça me fait penser justement... Alors moi, j'aurais pas dit équilibre pour Doug, mais... J'en ai pas dit fin non plus. Légèrement énervé dans certaines situations, c'est pour ça que j'étais armé. Mais oui, je veux dire qu'il y a un équilibre très, très difficile à tenir entre le sérieux et le côté un peu comique. Je me souviens qu'il y avait des questions au Comic-Con sur, je crois que c'était l'une des dernières questions, qu'est-ce que ça fait de vous faire victimiser tout le temps? Et moi, j'avais pas cette impression. Donc, comment est-ce que l'évolution du personnage dans la saison 4, comment est-ce que vous la vivez? Bah, moi, je vais essayer de répondre sans dévoiler, sans dire que Doug, en fait, non. Je sais pas s'il est victimisé. Je pense que Doug, comme tous les autres personnages, est dans un fonctionnement. Tous les personnages sont dans un fonctionnement et lui, il est enfermé dans le sien. Donc, ils sont tous victimes de leur fonctionnement propre et puis le fonctionnement du groupe. Donc, Doug, ça se voit vachement. Quand même, il est hystérique, mais sinon, je vais dire vraiment un truc bateau, mais il évolue quoi. Il évolue comme tous les autres dans cette saison, avec les contraintes, les mêmes contraintes que les autres. C'est un peu difficile de répondre sans trop raconter. Mais il faut dire que c'est une saison particulière pour le personnage de Doug. Voilà, il y a des personnages qui, enfin, quand je dis que c'est la saison du changement et de, il y en a qui sont mis au pied du mur, quoi. On leur dit, ou alors t'arrêtes complètement d'exister parce que maintenant c'est pénible, ou alors tu te prends en main et c'est ce qui se passe principalement pour Doug. Vraiment, l'intrigue liée à ce personnage est une de mes préférées dans cette saison. C'était un gros challenge. Hein, oui. C'était un gros challenge. Oui. Plus qu'avant. Plus qu'avant. C'est autre chose, non, parce qu'avant aussi ça l'était. Je pense que pour tous c'est un challenge. Chaque saison il y a des choses à faire. C'est pour ça que c'est toujours, je comprends l'inquiétude de passer quand tu arrives dans une saison et faire la deuxième saison. C'est ce qui s'était passé, nous, saison 1, saison 2, attention, là, il n'y a rien n'est acquis. D'ailleurs, c'est toujours un scénario où jamais rien n'est acquis, mais pour les acteurs aussi, rien n'est acquis. Et il y a toujours des choses nouvelles à rejouer, et là c'est le cas pour tout le monde. Mais c'est vrai que non, c'était quand même un gros challenge. Très difficile, où là, ne pas rire, c'était quasiment impossible. Vous étiez tous pliés derrière et vous ne le disiez pas parce qu'il y La avait... scène avec Jonathan Cohen. Avec Jonathan Cohen, oui. Où justement vous étiez tous morts de rire derrière et le seul à rester sérieux, c'était vous. Et je crois que c'est le chef-op qui a dit que voilà, c'était héroïque. Je me souviens du terme dans le making-of. Ah ouais, c'était héroïque, ouais. Ah non, c'était un enfer, j'ai même dû m'énerver. J'ai dû m'énerver pour que. Non, mais m'énerver pour qu'il y en ait qui essayent de moins rire, ou du moins pas dans mon axe, quoi. Parce que c'était. En fait, je jouais pas du tout. C'est-à-dire que j'étais juste en train d'essayer de pas rire. C'était ma question, en fait. Ouais, je faisais que ça. Mais on rit beaucoup sur HeroCorp, sur l'écriture, tout ça, mais ça déconne pas. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas. C'est pas l'apéro quoi. Enfin, je veux dire, on fait pas on joue pas au volet sur une plage, on s'abosse. Et moi j'ai un très mauvais souvenir de crise de fou rire. J'ai un très très mauvais souvenir sur HeroCorp parce que
saison 1, donc tout ce qu'on avait préparé avec Simon, on a bossé pendant des mois, on bossait des journées entières, 8-10 heures par jour, et ça a duré des mois, et le jour où on s'est retrouvé sur le plateau, donc même en prépa, et tout ça, et le premier jour où j'ai joué, les premières répliques que je devais jouer, la première séquence... C'est la chaîne du Sgeg. C'est la scène de Peace. Peace, Sgeg. Et que toi, moi, j'étais premier plan, c'était sur moi, et toi, t'étais off, et tu riais, tu pleurais, et j'ai ri, et je me suis dit, c'est l'horreur, il y a 6 semaines de tournage, et première séquence, première prise, premier plan, je peux pas respirer tellement je rigole. Et j'ai été pris de panique en me disant, je n'y arriverai jamais, mais vraiment, ça m'a paniqué. Et depuis ce jour-là, j'ai un rapport très particulier au rire, je m'interdis formellement. Non, mais vraiment, sincèrement, À chaque fois qu'il y a un long décrochage sur Aérocorp, la directrice de pod perd un doigt, je pense. Elle dit ok, donc on vient de perdre 10 minutes, donc j'ai perdu un doigt, donc on recommence. On a perdu 25 minutes aujourd'hui, ok, j'ai perdu une demi-heure. Non, puis on n'a pas les moyens, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est très... la façon dont c'est charpenté, c'est charpenté de manière très précise, on ne peut pas se permettre... Voilà. C'est dès que je parle que ça sonne, je vais fermer ma gueule. Aussi, donc, est-ce que ça, dans l'écriture, c'est quelque chose que vous surveillez sans arrêt, une sorte de dosage d'entre le sérieux, l'humour, comment ça se passe? Parce que vous êtes 4 à écrire, je crois. On est 3. Ah, plus. On n'écrit pas tous en même temps, mais dans la finalisation, je pense que non, moi je pense jamais à ça, c'est juste je mets l'attention en avant. C'est-à-dire, je pense qu'à partir du moment où on a peur d'une situation, où on est tendu par une situation, où en gros, je sais plus comment vous dites, les anglophones, mais un truc avec les bomb ticking, quoi. Enfin, quand on lance le compte à rebours de la bombe, après on peut raconter ce qu'on veut. Parce qu'on sait qu'il y a un compte à rebours qui descend, qui nous rapproche de l'explosion. Donc c'est ça, mettre de l'attention, c'est à partir du moment où la situation est claire, on peut s'arrêter pour s'engueuler sur le fait qu'on est mal placé ou que moi je voulais pas y aller et ça m'empêchait d'être là. Enfin voilà, à partir du moment où on a mis en place ce cadre-là, on peut se permettre à peu près tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, pour Jonathan Cohen, c'est particulier parce que c'est le seul personnage dans Aérocorp qui est vraiment déclaré fou, mais fou, ouais, cliniquement. Pathologiquement. Et en fait, le moteur de jeu pour les gens qui sont en face, c'est de s'éteindre complètement. Voilà. Et on travaille les scènes comme on ne fait jamais sur Aérocorp, c'est-à-dire, avec Jonathan, on a cette manière de bosser là, où on démarre le truc et puis on le fait évoluer en même temps. Ça prend beaucoup plus de temps que le reste, mais j'aime bien ce personnage pour ça. Il n'y en a qu'un seul, sinon ça serait une indigestion, mais voilà, j'aime bien ce type de jeu aussi là, et c'est l'inverse de ce qu'on a nous, où on essaye vraiment d'être dans le rythme de la séquence, en utilisant les mots pour que ça sonne et que ça aille vite, quoi. Et il y a vous jouez beaucoup sur l'énergie entre plusieurs acteurs, d'ailleurs il y avait des équipes A et équipe B dans la saison 3, est-ce que ça s'est reproduit dans la 4 ça, ou... Ouais, maintenant il y a équipe A, B, C, D, E, F, ouais. Non, c'est le principe d'une saison d'Aérocorp, c'est qu'au début j'essaye de rentrer vraiment très violemment comme ça dans la tête des gens, plein d'infos. J'essaye de vous mettre des petits coups de poing dans la tête comme ça, très méchamment, en vous disant ça tu vas le comprendre, lui tu vas le machin. Et au début, enfin voilà, j'essaye de marteler un maximum de choses pour cartographier au maximum ce qui va se passer dans la saison, faire évoluer ces intrigues pour que le final soit spectaculaire. En tout cas, c'est comme ça que je l'envisage moi. C'est essayer de dessiner quelque chose de vaste et que les intrigues évoluent les unes vers les autres. Plus on se rapproche de la fin, plus elles se rassemblent et plus le final a du poids. D'accord. Et ça, c'est raisonné saison par saison, ou est-ce que vous aviez déjà en tête la fin, même avec le risque qu'il y avait à la fin de la saison 2 qu'il n'y ait pas de saison 3, est-ce que vous aviez dès le départ, quand vous avez écrit la saison 1, est-ce que vous aviez déjà la fin possible en tête, au bout de, je sais pas, 5 saisons ou autre? Oui, la fin d'Aérocorp, je la connais, c'est ce qui me permet de pouvoir l'écrire actuellement. Mais je me laisse toujours la possibilité de changer des choses et la preuve, la fin a changé dans ma tête. Après avoir fait la saison 3, la fin d'Aérocorp sera différente. Mais oui, je sais où cette histoire va. Sinon, du coup, je pense que je prendrais moins de plaisir à y aller. Et après, l'autoroute est tracée. Et puis dedans, on crée des arrêts, on crée
d'autres intrigues, on remplit d'autres choses qui sont nourries par le temps qui passe et parce que j'ai envie de raconter tout ça, mais ça va, oui, bien sûr. Maintenant, depuis la saison 3, il est possible que certains s'en sortent, quoi. En gros, certains s'en sortent. Survivants. Bah, s'ils assument leurs responsabilités, bien sûr. S'ils s'intéressent au projet déjà. Voilà. Oui, il ne peut plus rester grand monde de ne pas intéresser au projet. Ok, et justement, j'avais demandé à Arnaud de mettre son pouvoir. Est-ce qu'il serait possible de faire une petite tentative de persuasion sur Simon pour qu'il nous confie la fin d'HeroCorp? Une petite improv comme ça, genre... Là, comme ça Ouais. Oh non, c'est pas... ça me paraît pas... J'aimais bien celle du nain d'un jardin berlinois, c'était bien ça. Ouais, puis j'ai l'impression qu'artistiquement ça va pas raconter grand chose. Puis surtout, si je révèle la fin de la saison, ça serait vraiment faire. Enfin, ça serait. Ça serait pas chouette pour les gens. Non, ce serait pas gentil. Alors, si c'est ce que vous voulez, qu'on maltraite les gens, eh bien non merci, monsieur. Parfait. Ok. Je peux le persuader de pas la raconter. Ouais, mais en même temps, il est d'accord. Oh, il est déjà d'accord, ouais, on connaît ça. Très bien. Et saison 5, a priori? Oh là là, mais j'en sais rien. Si je pouvais le dire, je le dirais, je sais pas moi. Il y aura forcément une suite et une fin. Ça, on l'a dit aux gens, on le fait, on le fera, il n'y a aucun problème là-dessus. Avec un iPhone s'il faut. Oui, mais quand, où, avec qui, à quel moment, à quelle heure, tout ça, j'en sais rien. Mais on se bat et tout ce que je peux dire, c'est qu'on se rapproche de la fin d'HeroCorp, mais il n'y aura pas 1000 saisons par exemple. D'accord, merci. Oh putain, on spoil. Il y a un tome 3 la BD ? Ouais. Oui. Il y a un tome 3 que je suis en train d'écrire, ouais. J'ai pris du retard parce qu'il a fallu faire une saison 4 très vite, en 3 semaines en gros, quoi. Et donc voilà, on est déjà à la bourre. Pour le Grand Rex, je sais pas si on a dans la salle qui vient au Grand Rex. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, le 14 novembre, donc. On n'est pas sûr d'être prêt, hein, mais 14 novembre. au pire, on fera des chansons. Et Seb danse très très bien. Ouais. Voilà. Et il joue depuis peu aux jeux vidéo. Et il peut vous faire une démo, je pense. Mais t'es tellement en forme. Je suis hyper jeune. Vous n'êtes pas venu avec la guitare aujourd'hui, c'est dommage. Eh non, quel dommage. Et justement, parlons de la BD, des autres. Maintenant, on a beaucoup de supports numériques, on a des possibilités là-dessus. Et je sais que vous vouliez explorer ça lors de la saison 3, essayer de trouver maintenant qu'on a des possibilités comme ça de faire du petit storytelling sur différents supports. Est-ce que ça, vous l'avez développé là ou... On l'a carrément fait en saison 3, c'est-à-dire qu'on a voulu le faire et on l'a fait du coup. Et c'était exploré, ouais, comme vous dites. Et puis là, en saison 4, c'est pareil. Hein. Il y a une partie transmédia qui est toujours là. Il y a une partie qui est écrite par Sébastien Laval. Ah bah voilà. Putain, vous avez intérêt à la télécharger. Je vous le dis. Oui, Sébastien Laval me déteste depuis 3 semaines parce qu'il écrit un truc mais qui va être bien. Et puis il y a aussi une partie de l'intrigue qui est en décalé, enfin qui est parallèle, enfin je sais pas comment le dire en fait. Perpendiculaire ? Non, non, mais en tout cas, on a pris le risque cette année de pas essayer de raconter des histoires différentes ou des points de vue différents sur l'histoire. Il y a une partie de l'histoire qui est pas loin, à côté. Mais qui suit un personnage en particulier ou... Peut-être. Ah, d'accord. Peut-être. Ah, peut-être. Et vous pouvez nous dire ça prend quelle forme? Enfin, maintenant je comprends pourquoi vous êtes mis aux jeux vidéo, donc c'est pour pouvoir maîtriser toute la partie technologique. Ça prend quelle forme alors ce transmédia là? C'est quoi? Ce sont des podcasts? Moi j'ai toujours tendance à rien dire. Moi j'ai vraiment le goût du secret, donc j'ai vraiment envie de dire d'attendre l'application et de la charger quand vous l'aurez. Après, on traite souvent l'intersaison dans ce truc-là. Et puis on raconte une partie de la fiction en même temps que la série passera à l'antenne. Oui. Bien ça. Voilà. C'est déjà ça. Ouais. Voilà. Propre. Est-ce qu'on peut, alors, une petite question quand même si je pense que vous n'allez pas répondre, mais on va voir. Moi, celui qui me manque, c'est The Lord. Est-ce qu'on risque éventuellement de le revoir? Ah, The Lord. Le problème, c'est
c'est qu'il est mort en vrai, quoi. Ouais. Oh mon dieu. Non, merde, faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Faut jamais dire ça. Non, faut jamais dire ça. Tu touches la tête? Ouais. Je sais pas pourquoi. Non, mais non, il va bien, mais... Ouais. Mais il y a plein de personnages dans HeroCorp. Il y a trop de personnages dans HeroCorp. Ouais. Et en fait, j'en ai pris mon parti. Et Il maintenant, pleure. j'ai... Non, mais il est pas mort, hein. Non, mais je pleure pour autre chose, pas pour autre chose, ça n'a rien à voir, c'est perso. Non, en fait, il y a des personnages qui sont dans l'univers, comme par exemple... Hein? Il pleure aussi, hein. Comme par... Non, mais c'est faire de la pompe. Comme par exemple Woodwink en saison 3, il est pas beaucoup là. En saison 4, il est beaucoup là. Moi, ça me fait rien, je le connaissais pas. Ouais. Non mais en fait c'est ça que j'aime bien aussi dans HeroCorp, c'est que d'un coup un personnage va peut-être s'éloigner pour être raconté en BD ou ailleurs sur un autre support et puis revenir. Voilà. Puis il n'y a pas de systématisme en fait. J'essaie de pas mettre des gens pour rien. Donc s'ils n'ont pas de rôle dans l'histoire, ils sont pas là. S'ils ont un rôle dans l'histoire, ils sont là. D'accord. Et est-ce que la vie amoureuse de John est légèrement compliquée, pour dire le moins? Est-ce qu'il y a une évolution, une suite, qu'est-ce qui se passe? John n'a plus le temps, là, il est passé du côté noir, sombre, donc il n'a plus le temps pour ça, ou on ne sait pas. Il vient de se marier en même temps. Donc. Ouais, il s'est marié hein, dans la saison 3. Ah ouais? On peut en parler? Bah, c'était un mariage, c'était un beau mariage. C'est un beau mariage. Très sympa. Il n'y avait pas grand monde dans le film. C'était 3. Cérémonie vraiment privée. J'étais le témoin. Ouais. Oui, bah ouais, il s'est marié. Ok. Et vos liens entre le frère et la sœur. Bon, est-ce qu'il y a, par rapport à ce qu'on a connu parce que la saison 3 c'était un peu compliqué, hein, c'est famille dysfonctionnelle hein, quand même. Oui, bizarrement. John Senior. Je sais pas pourquoi je parle de famille. Est-ce que ça s'est amené à évoluer parce que c'est un axe Bien important sûr, quoi. Bien sûr, mais évidemment. De toute façon, dans la vie, dans la vraie vie, les gens ne se détestent pas pour rien. Les gens ne sont pas incapables de communiquer ensemble pour rien ou ne sont pas remplis de colère pour rien. Donc évidemment, ça ne peut pas rester que ça. Donc tout ça va évoluer, et même au-delà de la saison 4, c'est évidemment quelque chose qui va évoluer. L'importance que gérer sa famille, gérer l'influence qu'elle a, gérer son appartenance, c'est une problématique principale pour John. Donc c'est quelque chose de très important dans la série. Et l'appartenance, c'est peut-être même le thème principal de la série, non? Oui, c'est le poids de l'appartenance sur L'appartenance, tu veux de Ouais, l'appartement. Non, pas de l'appartement, non, de l'appartenance. Le poids de l'appartement. C'est vrai qu'ils n'ont jamais vécu ensemble, peut-être si elle a un appartement ensemble, c'est les Le unir. loyer, quoi. C'est cher, n'importe quoi. Oui, c'est important. C'est comment les gens font pour être debout, solides. Voilà, d'où ça peut venir. D'où vient la force de l'amitié, de la solidarité, d'un côté, et puis de l'autre, ce qui peut être destructeur quand on ne sait pas d'où on vient. D'accord. Il y a aussi beaucoup de... Moi, ce qui m'a frappé tout au long des 3 saisons, c'est qu'il y a des non-dits, et il y a aussi beaucoup de pudeur de la part d'un grand nombre de personnages. Il y en a certains qui sont plus excités que d'autres, mais... sinon, en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Bon, d'abord parce qu'il y a beaucoup de secrets, mais ensuite parce qu'il y a une certaine forme de pudeur entre ces membres un peu de différentes familles qui sont ensemble, mais qui se retiennent de dire des choses. Alors, il y a un mode de communication dans HeroCorp, c'est qu'on se dit tout. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « Bon, t'es chaud pour aller battre machin ?» Non. Ouais, non, ça me fait chier. C'est la réponse qu'on va avoir. Mais tu l'aimes bien, lui? Non, franchement, c'est un connard. C'est un traître, McCormack. Voilà. Donc, c'est une manière très franche de... Il n'y a pas de barrière. On dit les choses. Alors, est-ce que c'est une forme de pudeur ou pas? Et il y avait aussi beaucoup de choses dans votre la première relation amoureuse de John, Oui. on va dire, qui C'était était... une relation adolescente. C'était Ouais. C'était exactement ça. C'était de toute façon, John, il part de l'enfance dans la une et il va quand même vers l'âge adulte. Donc, il vit ses premiers émois de manière gauche et maladroite et pudique. Et oui,
Est-ce qu'on va avoir, tiens, ça me fait penser que la saison 3, c'était l'apparition de, enfin, il y avait des flashbacks. La 2. La 2, pardon, oui, c'est ça, les fameuses flashbacks. Est-ce qu'on va revoir cette magnifique coupe de cheveux et ces chemises années 80 ou... Je sais pas. Il va y en avoir d'autres? Je sais pas. Et je pensais, et dans Lost, ce qui avait étonné lors d'une visite de saison, c'était qu'il y avait les flashbacks au départ, et après il y avait les flash forward. Bien sûr. Est-ce que ça, vous avez J'ai envie? hurlé dans ma télé, on a tous hurlé dans notre télé. Ouais. Je sais pas, peut-être, ouais, peut-être. Après, je navigue sur différentes époques dans HeroCorp avec la BD, la série, tout ça, donc je sais pas. Je pense que de toute façon, quand on va se rapprocher de la dernière saison, il y aura forcément... on va parler de beaucoup de choses. Là, dans la 4, vous verrez. Mystère. Ouais. Il faisait chaud. En fait, il faisait. Non, mais c'était il faisait une normal, vraie c'est température. juste. Ouais, c'était un truc Ouais. normal, quoi. Ouais. Mais on juste s'est un dit, climat humain. en fait, ah, mais en fait, c'est cool la vie. On s'est dit ça. Mais Ah, vraiment, c'est chouette en tournage. ouais, en fait, c'est sympa. On a Ouais, le mais- temps de faire des trucs. Ouais, Le gros problème, c'est de ne pas prendre trop de soleil pour être raccord de scène en scène, puis pour pas trop bronzer, en fait. Voilà. pas le C'est un même beau délire. problème. On se faisait un peu engueuler par la maquilleuse, c'est tout quoi. Oui. Et est-ce qu'il y aura, je crois qu'il y a un nouveau logo pour la saison? Ouais, Mhm. Et des nouveaux costumes? Peut-être? peut-être. Facile à interviewer. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, allez-y. Voilà. On va vous apporter, oui, on va vous apporter un micro, mais sinon... Sinon, vous pouvez hurler. Ouais, tu peux hurler. Il y en a un là-bas, je crois. Je le vois là. Moi j'avais une question pour Sébastien. Un mensonge, si vous pouviez vous figer, pour montrer comment vous faites. Non. Je prends des médicaments. Dans le tournage, je peux pas. Non, je suis sous traitement, je peux pas vraiment. J'ai des myorelaxants. Je prends le matin, midi, le soir. Avant les repas, ça brûle l'estomac. Mais ça marche, c'est hyper efficace. Du coup, j'ai des coups de barre plutôt en milieu d'après-midi. Et quand on dit mensonge, non mais vraiment, je résiste maintenant, j'arrive. Je suis trop déçue, j'avais préparé un super gros mensonge. C'est quoi ton mensonge? Je connais la fin d'HeroCorp. Peut-être que tu la connais au fond de toi, tu sais. Voilà. Ouais. Est-ce que d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, sur le fait de se figer, c'est un truc qui vous est venu sur le tournage, comme ça, improvisé, ou Non, c'était écrit? c'était quand on était en préparation avec Simon, enfin en préparation, en conception, quand on a inventé tout ça, l'arche, machin, c'était une des innombrables conneries qu'on faisait Voilà. tous les jours, mais on riait tout le temps quand même. Mais On riait est-ce- certains jours. Est-ce qu'après, c'est quelque chose qu'on regrette? Parce que Ah oui, on a un on bon en- le souvenir des trucs. Ah bah, complètement, c'est-à-dire qu'on rit, quand on fait la prépa, on est en bagnole, on rit, on fait rire, puis au moment de tourner, on se dit putain, il faut le faire quoi. Et là on se dit mais ça va pas passer du tout quoi. Ah d'ailleurs, dans la BD, dans le tome 3, je raconte l'histoire de Doug. Ah. De d'où ça vient tout ça. Oh, le spoil. Là, t'as le droit d'en soi. Bah j'ai Ouais, j'ai le droit. ouais. D'autres questions? Ok, bah salut. Vas-y. Une autre question. Ok. Ah, il a perdu sa question. Est-ce qu'il y aura d'autres types de divinités? Parce que le grand méchant c'était Hypnose. C'est une bonne question. On pourrait peut-être remettre d'autres divinités, mais c'est bien. Mais en fait, hein? Non. Hein? Allah. Non. On a failli avoir un spoil. On va faire un interlude, Seb va se figer. Mais à la fois, Hypnose, il a un rôle particulier. Dans la mythologie, Hypnose va souvent avec Thanatos. D'accord, mais je fais aucune référence à la mythologie. C'est juste que Hypnos est un dieu qui m'a réellement, tel qu'il existe réellement, m'a touché. J'aime bien, je trouve très beau. J'en ai un chez moi, d'Hypnos, avec son aile à la place de l'oreille. Et du coup, j'en ai fait quelque chose d'autre chose, mais c'est absolument pas c'est inspiré d'Hypnos. C'est juste que je trouve ça intéressant de travailler sur le dieu des rêves, parce que ça représente, et de le confronter à John et tout ça. Mais Hypnos, il a un rôle très particulier dans la saison. En tout cas, on traite de ça énormément. Donc peut-être qu'il y en aura. Ou pas? Mais Pas. peut-être pas.
Bonsoir. Bonsoir. On a pu voir dans la bande-annonce de la saison 4 qu'il y a Attention. Michel Courtemanche Ah oui. qui est de retour. Oui. Et moi je suis une grande fan depuis que je suis toute petite. Ben, moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai commencé à regarder la série d'ailleurs. Et je veux savoir ce que ça fait de jouer avec Sympa. Michel Courtemanche. Ah bah pour moi c'est un rêve d'enfant. C'est toucher à un truc de plaisir intense, d'admiration totale. Voilà, ça m'a fait le même truc quand j'ai rencontré Tony Parker. Voilà. Il joue dans le HeroCorp saison 4? Non, non. Non. Mais c'est mon idole absolu, Tony Parker, parce que je trouve qu'il a une espèce de grâce terrible. C'est vraiment un beau sportif. Moi, Et j'aimerais beaucoup lui faire un câlin. un jour. Contrairement à Courtemanche, je suis pas un très beau sportif. Non. Non, mais oui, c'est un truc d'enfant. Moi, pour vous dire, j'ai grandi à Dijon et je suis allé le voir en spectacle à Dijon quand j'étais enfant. Et son spectacle avec les cubes là. Et à un moment donné, le public qui ce soir l'a un peu trop poussé à faire n'importe quoi. C'était un théâtre à l'italienne, à l'ancienne, où il y avait une fosse pour l'orchestre. Et les gens l'ont forcé à sauter dans la fosse. Oh! Et moi j'étais au premier rang et j'ai tendu la main et il m'a tapé dans la main. Et en fait, 15 ans après, je tourne avec lui et je bouffe avec lui et ouais, c'est un vrai truc, c'est un check dans ma vie quoi, de travailler avec lui. Mais est-ce que ça veut dire que John a un destin? Est-ce que c'est une notion à laquelle vous croyez, le destin comme ça? Ou la coïncidence, la synchronicité, je sais pas. Il y a un truc? J'y crois sans y croire, je pense que on peut autant le provoquer que décider que c'est le destin, de prendre un signe comme un signe. Oui, je pense qu'il y a un côté romantique là-dedans que j'aime bien. Et, c'est pas forcément un truc que j'applique à tout ce que je fais dans ma vie. Il y avait une autre question, je crois. Alors moi j'avais une question par rapport au transmédia, je voulais savoir quand est-ce qu'il allait commencer et si cette année l'application n'aura pas trop de bugs. Non, il joue aux jeux vidéo maintenant, donc c'est bon. Je sais pas. J'ai pas le planning, je suis censé l'avoir, mais je sais plus. Je sais pas quand ça sera en place. Et... Ouais, on a prévu qu'il y ait beaucoup de bugs cette année. Tout a été fait pour que ça soit raccord avec l'année dernière. Non, je sais pas. Ouais, c'est parti. Entre le 2 et le 28. Non mais ça va, il y aura un truc avant la diffusion télé et un truc pendant. Ouais. En gros, de toute façon la diffusion télé c'est en, je sais pas, on peut le dire. Bah c'est par là-bas, ouais. Bah, c'est entre le 2 et le 28, Ouais. la diffusion télé. Mais je crois que c'est 3 semaines avant, un truc comme ça. Non, 3 semaines avant. Donc tant Non, qu'il n'y a pas de je sais transmédia, c'est qu'il n'y a plus de 3 Je suis semaines. pas hyper calé côté planning, mais oui, j'espère qu'il n'y aura pas de bugs. 3 semaines, c'est bien déjà. Je me Ouais, sens c'est vachement cool. accusé. Quoi. D'autres questions? Une autre? Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question par rapport au tome 2. Il y a un passage très sympa, sans spoiler les gens qui l'ont pas lu, avec John et Klaus dans le futur. Je voulais savoir s'il y avait une vraie continuité dans ça, ou si c'était un truc parallèle, alternatif, ou si c'était vraiment la suite. Eh ben, c'est une question qu'on me pose très souvent, comme quoi ça doit perturber les gens. Parce qu'effectivement, c'est dur ce qui se passe dans cette histoire-là. C'est une vision hyper dure de la vie qu'il pourrait avoir dans le futur. C'est très intéressant. Oui, justement. Ah bah si, j'ai fait un flash forward pour le coup. Ah, voilà, dans la Ah, en effet. Ça peut être la réalité comme pas. C'est à travers une vision de Kill qui voit le futur, mais qui voit le futur un peu chelou. Donc ça peut pas, ça peut être inspiré d'eux, mais quand on aura vu la fin, on en reparlera, quoi. Voilà. Mais je peux pas te dire. C'est une vision et une interprétation de quelqu'un. Tu vois, c'est pas un truc factuel au premier degré. Donc voilà, on peut en prendre des trucs comme pas. Mais bon, chacun fait sa sauce pour l'instant. On peut en reparler après. C'est pas un très beau passage en tout cas. Merci. Comment on est une Canadienne parmi nous? Parce que les super-héros traditionnellement, comics, c'est Québécoise. américain, voilà, québécoise. Et donc justement le fait d'avoir situé la fin de la saison 1 déjà à Montréal plutôt qu'à New York, est-ce qu'il y a eu un choix? New York, donc. Ouais. Je traduis, hein. Ouais. Pardon, ouais, New York. Est-ce qu'il y a eu un choix délibéré là justement de situer sur le continent nord-américain mais pas aux États-Unis? Oui, bah, dans la BD2 aussi, je raconte un peu ça. C'est qu'en fait,
En gros, c'est comme s'il y avait eu un marché. Des mecs s'étaient lancés sur un marché, le marché par exemple des tapis de sol rebondissants. Et ben, les Américains sur ce marché-là, ils auraient tout défoncé en sortant des Spider-Man et des machins. Et les mecs, ils ont vraiment compris le brief et c'est les leaders du marché. Et du coup, les Canadiens, ils se sont lancés un peu en retard et ils n'avaient pas les mêmes moyens. Du coup, ils ont des super-héros, c'est HeroCorp, quoi. C'est pas la bande à Avengers, machin, non, c'est HeroCorp. Ils ont essayé. Moins bien que les États-Unis, c'est ça que tu essaies de dire. Mais non, parce que c'est pas ce que je pense. Et est-ce que ça risque de passer au Canada? Est-ce que c'est diffusé au Canada, HeroCorp? Oui. Sur Vidéotron. En VOD, je crois. Ouais, en VOD, ouais. Et est-ce qu'il y a Est-ce que c'est une série qui envisage de s'exporter, justement? Parce qu'il y a 17 mecs qui regardent. Non, parce que je reçois des relevés, ça c'est pas mal. Ouais. Non, bah, c'est sporté, j'en sais rien. Je sais que ça intrigue ce projet, intrigue les gens, et bizarrement, plus le temps passe, plus les séries de super-héros deviennent légitimes, en fait. Donc, voilà. Ben déjà, je pense qu'ils sont en train d'en faire une série de super-héros au Québec. J'ai entendu parler de ça. Mais déjà, il y a beaucoup de Français au Québec, à Montréal, qui ont immigré. Et puis moi, je reçois aussi beaucoup de messages de Français, parce qu'il y a une grosse communauté de Français, qui, eux, en ont parlé. Fait que ça s'est promené un peu de bouche à oreille. Peut-être pas à une échelle... On verra quand ce sera fini. On verra. D'accord. D'autres questions? N'hésitez pas. J'aurais voulu savoir si vous pouviez nous donner un pouvoir qui ne serait pas arrivé dans la série, que vous aviez peut-être annulé parce que c'est trop con, ou quelque chose comme ça. Et deuxième partie de la question, quand vous avez exposé les pouvoirs aux comédiens, est-ce qu'il y en a qui vous disent non, j'ai pas envie de jeter du shampoing? Comment vous avez pitché votre truc aux comédiens qui étaient là? Ben... Ils n'ont pas eu le choix. Bah déjà... Ils ont fait le casting. Puis on a pris que des mecs qui bossaient pas, donc... Non, j'avoue que je sais pas si, dans la première saison, Jean-Luc Couchard, avec des plumes sous les bras et des plumes qui sortaient du slip, était ravi de le faire en collant. Ouais, j'avoue. Je sais pas si c'est dans son top 5 des kiffs, quoi. Je sais pas. Non, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Voilà, faut te poser la question. Après, sur les pouvoirs cons qu'on n'a pas mis, non, je pense que justement, on les a mis tous pour le coup. Ouais. Il y en a qu'on ne trouvait pas assez cons et donc on a forcé pour que ce soit encore plus con. Oui. Jean-Michel, il était un peu con puis il est devenu carrément con. Ouais. Au bout Oui, de il y a eu il était carrément la notion de, je sais, ouais. Il y a meilleur qui sont dû remplacer, Captain Démographie. Ah non, mais ça c'est dans le pilote, ça. Oui, mais oui, c'est vrai. Dans le pilote, il y avait Captain Démographie. Captain Démographie, ouais. Et il faisait quoi, là? Qu'est-ce qu'il faisait? Je crois qu'il calculait la moyenne d'âge d'une agglomération. Il regarde une agglomération, ouais. Il sait combien il y a d'habitants, les tranches d'âge, les gens au chômage. Non, je crois que c'était que la moyenne d'âge. Je crois qu'il faut faire vraiment des stats. Il avait pas tout, quoi. Ouais. Au départ. C'est ça. Puis il y avait Captain trop loin aussi, qui était toujours très loin. J'avais dans le cadre en fait. À chaque fois l'autre le cherche. Ouais. Et il disait je suis là. Et je sais plus qui y avait d'autres dans le pilote, ouais, il y en avait quelques-uns. Oignon Man. Fourmiman. Non, il prend pas du pain. S'il y a une bonne boulange, il est à l'intérieur quoi. Enfin, il a le pif pour trouver les bonnes boulanges. Il a une carte de toutes les boulanges de la région, voilà. Et il est très petit aussi. Non, d'accord. Non, c'est un enfant qui en a assez. Personne qui me posait une question. Ok. Oui, je voulais savoir en fait, pareil pour les prénoms, est-ce que les prénoms de chacun, est-ce que vous avez choisi ça en fonction de, comme vous avez choisi le Canada pour faire les États-Unis, donc c'est des prénoms un peu américains, mais en version française, genre Stan, par exemple. Bah oui, parce que c'est la solution qu'ils ont trouvée. Imagine, tu dis à des gens qui ont les prénoms américains, d'ailleurs Captain Canada ne les appelle pas leurs prénoms sans les franciser. On leur a dit, il faut que vous soyez discret, donc plutôt que de changer de prénom, ils ont préféré les franciser, c'est tout.
C'est juste une manière, peut-être pas la plus logique, voilà, de se planquer. Oui, non, mais voilà, c'est Il est plus simple, une des innombrables conneries, j'imagine que vous Pour avez. pas que ça se voit, on va les franciser. Ouais, voilà. Ça va être Ça Steve, tire. Burt. Quoi qu'il y a des mecs qui s'appellent Steve, vraiment. Ouais, maintenant, ouais. Ouais, bah Steve Mandanda. Steve Mandanda. Le gardien de. Eh ouais. De la Ligue de Marseille. Il n'y a pas de Mick, non Ouais, Mick Jagger. Mick Jagger, ouais. Ouais, carrément. Ah oui, c'est vrai, putain. Il n'y a pas de stop. Non, personne s'appelle Dan. Non. Ça s'écrit pas comme Burt ça. non plus, je pense. Burt, non. Non, Burt, ça peut. Ouais, mais c'est Burt, c'est sûr. Bien, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est juste que tu le lis, mais tu le. Ouais, c'est pas comme ça qu'ils le disent à lui. Une petite question vraiment pour vous, Simon, c'est sur le fait, vous faites énormément de choses, vous écrivez, vous réalisez, vous jouez. Est-ce que vous l'avez peut-être fait au départ parce que il fallait qu'il y ait quelqu'un autant que ce soit vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez après parce que c'est peut-être difficile de se diriger, enfin d'absolument tout faire, ou est-ce que vous êtes un peu contrôle fric sur les bords et Surtout pas contrôle fric, non, mais surtout pas. C'est pas pour assouvir une forme d'omnipotence déplacée. Non, c'est juste que quand on fait ce métier qui est un métier dur, il faut se le dire. Aujourd'hui, on a la chance de le faire dans de très bonnes conditions, mais c'est un métier qui est très compliqué, vraiment. Au bout d'un moment, moi j'ai une frustration qui est née et qui a grandi de me dire je m'amuse pas vraiment, ou il y a un équilibre que je trouve pas bien, donc autant me créer ma propre chance et du coup je défends cette histoire, je l'écris et comme je réalise, c'est quelque chose que je fais depuis le début, moi j'ai fait mon premier court-métrage avec mes potes quand j'avais 12 ans, donc c'était une continuité en fait, vraiment, mais dans HeroCorp, oui, je signe à différents endroits, mais c'est un projet qui ne peut pas exister tel qu'il est et qui ne peut pas avancer aussi vite sans l'apport de gens à l'écriture, à la direction artistique comme Sébastien, Nicolas Garnier, qui est très important aussi, qui a fait la seconde équipe cette année et qui est le chef monteur, mais qui est une sorte de second réal au montage et à la mise en place de l'univers, Étienne Forget, enfin il y a énormément de gens qui font qu'HeroCorp est HeroCorp. C'est-à-dire je ne suis pas capable de tout faire dans HeroCorp, loin de là, et au contraire, c'est un truc qui est tellement important pour moi, l'équipe dans ce métier et dans les histoires que je raconte. Pour moi, c'est la force, l'équipe. Donc, mais je me souviens aussi que vous faites parfois du mal. L'espèce d'immense flip que vous avez eu là dans la scène avec Hypnose dans le temple, c'était impressionnant. Enfin, ça se ressent, si vous avez regardé le bonus du DVD, ça se ressent vraiment, quoi. Enfin, c'était pas pour rien. Ben ouais, parce que quand tu crées un personnage de démon, forcément tu fais en sorte qu'il te fasse peur, parce que tu te dis que s'il te fait peur, il fera peur à des gens. Et ouais, quand je l'ai vu arriver à Hypnose en vrai, ouais, j'ai vraiment flippé ma race, quoi. Est-ce qu'il y a les autres un méchant qui vous a fait peur particulièrement, ou un gentil d'ailleurs, peut-être même dans tout HeroCorp, là, sur les 3 saisons, qui est-ce qui vous a fait le plus peur? Ah oui. Moi je leur fais peur. Ouais, moi Claudine. Ouais. Non, mais nous on les croise pas tant que ça, les méchants, parce qu'au début c'était The Lord, ça va quoi. Ouais, il fait pas flipper. Non, physiquement ça va. Physiquement on est au-dessus. Non, ouais, il est un peu sur le retour. Il est un peu sur le retour, tu mets un petit coup de pied dans le tibia. Et puis nous, on l'a pas vu tous en fait. Ouais. On l'a découvert à l'écran, moi je l'ai pas vu. Non mais les monstres, les fameux monstres, non? Moi je l'ai vu à un moment donné. Ah, les bêtes. Les bêtes, ouais. C'était pas mal quand même. C'était pas mal, mais je l'ai vu en cours de prépa. Ah. Et c'est vrai que c'était un peu... Moi, là, la saison 4, moi, il y a des passages où j'ai eu peur. Ah oui, par rassureux. Hein? Oui, mais je sur le dis pas, tournage? oui, sur le tournage. J'en dis pas plus, mais oui, des ambiances, des décors, des trucs. Ouais. Moi aussi, ça m'est arrivé sur la 2, mais c'était des araignées, des trucs comme ça. Et après, du coup, c'est un peu la loose de raconter ça, mais c'est pas vraiment des personnages. Et là, est-ce que l'univers carcéral, la partie carcérale de la 4, ça vous a fait flipper un peu ou pas du tout? Parce que c'est quand même pas évident, même si on sait qu'on n'est pas dans une vraie prison. Ah bah si, il y avait des décors... Ouais, ça avait l'air... Il y avait des décors bien, mais non, enfin, moi j'ai pas flippé.
Non, je trouvais ça beau, quoi. Moi, plus Ah, c'est il y avait- dégueulasse, il y avait plus je des trouve trucs ça un beau. peu glauques, voilà. Oui, c'est glauque, ouais, mais Le c'est chat vraiment mort beau. dans les... Oui, les chats morts, il y avait les des chats chats morts, morts, il y avait les des pigeons pigeons, morts, il y avait des merdes de pigeons sur 15 cm. Non, mais Ouais, ouais, mais ça a de c'est la la vie, ça. gueule, quoi. C'est la vie. Ouais, mais bon, ouais, Bah, c'est-à-dire j'étais que là-dedans, c'était pas... on le visualise pas comme si on partait en vacances là-bas. C'est-à-dire qu'on vient tourner, on imagine c'est- qu'il va y avoir des images. Donc, puis, nous, comme on était là pour trouver des décors et des ambiances, on est plus c'est barge et plus on est content en fait. Mm. Après, si on me disait voilà, tu vas dormir là parce que demain on tourne ici, là, je pense que je le verrais pas pareil. mais- Je peux passer un coup de fil. Et ce décor, c'était une ancienne prison, parce qu'à chaque fois, les lieux ont une histoire aussi. C'était une vraie prison ou pas? Je sais pas. Ok, bon, à suivre. Non, ils sont mystérieux ces décors. Ouais, mais Non, mais ils ont vraiment, ils sont chargés. Ouais, ils sont Et puis il y en a chargés. tellement, en fait, quand tu cherches, tu te rends compte qu'en France, il y a des trucs mais tellement formidables, des trucs laissés à l'abandon qui ont un cachet à l'image dingue, et voilà, et ça en fait partie. Et à chaque saison, c'est le challenge de se dire comment est-ce qu'on va donner vie à ce qu'on a imaginé. Et ouais, là, c'était bien. Vous avez une bonne équipe de repérage aussi. Ouais. Ce qui est super triste, moi, ce qui me fait de la peine, c'est de réaliser à quel point, justement, là, dans Rochefort-La Rochelle, à quel point il y a beaucoup de lieux abandonnés, en fait. Et dégueulasse. Et dégueulasses, Ouais. c'est vraiment triste. Ouais. Oui, mais c'est vrai. En même C'est temps, les historique, mecs, ils en vont fait. pas abandonner les lieux et les nettoyer, tu vois. C'est le comble, les mecs. Vous faites quoi aujourd'hui? Bah, On va nettoyer un truc abandonné. On a tout cleané, quoi. Mais non, parce que c'est dégueulasse. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question avant qu'on les laisse prendre une pause et qu'on les retrouve en dédicace après? Oui, bonjour. Oui, alors la question est très simple. Dans la saison 3, on voit quand même 2 acteurs du Visiteur du Futur. Est-ce que dans la saison 4, il y a d'autres guests? Mais pourquoi vous voulez que je spoil les trucs? Oui, mais vas-y, allez, on donne les noms. Allez. Des guests, je sais pas. Non, mais il y a des nouveaux personnages. Des nouveaux personnages, il y a des épisodes particuliers de gens, il y a... C'est beaucoup trop grave. Hein. Mais moi, je m'entends plus. En fait. Ouais, du nom d'une octave. Oui, non, oui, je sais pas. Oui, hein, ouais, non. Mais est-ce que c'est en fonction, par exemple, pour l'épisode avec Palmade, est-ce que c'est lui qui avait envie? Est-ce que le Palma Show, c'est eux qui avaient envie de venir faire un truc, ou vous êtes allé chercher? Avec Palman, on s'est rencontrés sur un festival d'humour et il a vu une projo des records dans le festival d'humour. Il a dit ah c'est cool, moi j'aimerais bien si jamais ça vous dit et tout. Je dis bah à fond carrément. Pour le Palma Show c'est des copains, c'est des envies comme ça. C'est-à-dire que je vais pas chercher à mettre des guests pour mettre des guests. Il faut que ça ait un sens. Mais par exemple, pour le Visiteur du Futur, justement, est-ce que c'est les notions de crossover comme ça à l'américaine, c'est quelque chose qui vous intéresse ou... Bah oui, c'est cool, c'est trop bien de faire ça. Et puis surtout, on peut pas le faire avec 1000 séries quoi. De gens, on est quand même pas beaucoup, donc c'est vrai que c'était super. Et puis en plus, même Emily les m'a futurs, dit, c'est ça serait mes bien. cousins. Je sais Ouais, qu'ils c'est vont ça. jamais. Et ben, Bah, c'est crache sur la télé. Non, T'as raison. c'est Crache genre. sur la télé. Excuse-moi, t'es qui? D'accord. Joséphine Ange Gardien, c'est du genre. Oui, c'est du genre, c'est de la SF, mon gars. Et alors, t'as un truc à dire? Eh ben ouais. T'es Pourquoi elle vient pas sarcastique? T'es sarcastique? Non, mais je pense que ça peut le faire carrément. Non, mais ça pourrait le faire carrément. Oui, c'est vrai. Et je vais Mais c'est fini, c'est dommage. Ah oui, c'est vrai. Mais Joséphine Ange Gardien, elle pourrait venir. Carrément. Elle a des pouvoirs, elle a des pouvoirs. Carrément, elle peut venir voir Doug et dire eh, j'ai vu que ça allait mal se passer. Tiki-tiki. Après Moi, je de ta cautionne meuf, tellement pas. Non, c'est ça qu'on fait. Je cautionne pas ce qui se passe. C'est ça. Ah oui, tu pourrais sortir. Il y a des avec gens Joséphine. qui travaillent, ok, dur. Bon, on en reparlera, hein, Ouais. parce que moi je trouve que c'est une bonne idée. Ok. Ouais, Doug Joséphine, c'est vraiment une bonne idée. C'est peut-être le moment du mot de la fin, là, ça commence à déraper sévèrement. Une dernière, non, peut-être? Toute dernière. Ah oui. Avec mieux comme ça. Dans la saison 3, les bêtes sont typées zombies. Quelle influence a permis ce design? Aucune. J'ai décrit ce que j'avais à peu près en tête à David Scherer, qui s'occupe des maquillages effets spéciaux. Je lui ai dit voilà, j'aimerais bien qu'on ait ça. Et puis on est juste parti sur le principe que la peau pourrissait jusqu'à l'extrême et qu'ils avaient les yeux rouges. Et après, je sais pas si c'est une influence directe, c'est plus l'influence de son travail à lui. C'est-à-dire de ce qu'il pouvait faire aussi, c'est toujours HeroCorp, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire
d'un coup, il va me falloir 9 bêtes en 1 heure, tu vois, ou en 1h30, donc il faut qu'il y ait des maquis, enfin, faut qu'il y ait un ratio, temps de préparation, praticité, tout ça, machin, et donc, voilà, c'est en fonction de ce qu'il pouvait faire lui avec son matos et du rendu, puis on a fait évoluer la bête comme ça. Mais par exemple, les vampires de jour, là, c'était au contraire une invention un petit peu allée contre le cliché, non? Oh bah non, c'est juste que, pourquoi pas? Pourquoi pas des vampires de jour? Je sais que ça a lancé un débat terrible. Je sais que j'en ai choqué certains, mais les vampires de jour, c'est possible. Tout est possible. C'est pas moins possible que les vampires de nuit. Exactement. Pourquoi les vampires durent la nuit d'ailleurs? Ouais, quelqu'un a une explication plausible pour ça? Parce que Bram Stoker l'a dit, alors voilà, c'est la nuit, c'est tout quoi. Alors Okay. c'est lui qui a alors c'est moi quoi. C'est bon. Et puis à partir de maintenant, les vampires c'est devenu. Ouais, c'est ça qui décide, je suis le chef. Non, mais c'est comme une chauve-souris, que les chauves-souris ça vit la nuit. Mais n'importe quoi! Oui, ça vit la nuit, une Mais chauve-souris à n'importe cause de la lumière. Mais n'importe quoi, il y a des chauves-souris qui vivent le jour. Non, ils vivent, mais ils dorment. Bah et alors? Non, elles dorment pas forcément. Oui. Ouais, mais alors à ce moment-là. Excuse-moi, c'est quoi la différence entre... La chauve-souris, elle est dans une grotte, admettons le jour. C'est quoi la différence entre le jour et la nuit dans une grotte? Bah, elle peut peut-être des fois voler dans la grotte, mais elle sort pas dehors. Puis le soir, elle va se nourrir, elle va dehors. Et tu mets juste derrière une chauve-souris, elle s'en fout. Hein. Non, mais c'est vrai. Il était tellement fort. Les chauves-souris, en fait, elles voient pas. Parce que la lumière. Ouais, elle voit pas. Ouais, alors que le vampire, il voit quoi. Et... Ouais, n'importe quoi lui. Voilà. Les Russes ont fait quand même 3 romans avec des vampires de jour, des vampires de nuit. Ah ben voilà. Alors quoi? Et les Russes, on les Russes, ils peuvent le faire. Nous, sur le flanc, on est des salauds, c'est ça? Non, mais c'est parce qu'en fait, ils ont un armement qu'on n'a pas du tout. Vraiment, on peut rien leur dire. Ouais, c'est vrai. Puis ils ont pas d'humour. C'est vrai, c'est vrai. Les chauves-souris canadiennes, c'est autre chose. Alors, non, toute dernière? Non? Bon, on va tous les remercier alors. Allez, hop, un petit pinage quand même. Allez, non? Allez! Voilà. Merci. Alors j'espère que vous allez venir au Grand Rex. Qui vient au Grand Rex? Levez la main s'il vous plaît. Bon, les autres, sortez. Lui, il est déjà en train de sortir, lui. Il vient pas au Grand Rex, il se casse, il discute. Qui vient au Grand Rex, pardon, j'ai pas vu? Bah du coup, qui vient pas, ça sera peut-être... Qui vient pas au Grand Rex?